Salut à tous, alors je vous retrouve cette fois pour les déceptions de l'année parce qu'il y en a quand même pas beaucoup, mais je pense pas avoir parlé de la plupart d'entre elles, donc au moins ça vous fera des choses un peu nouvelles contrairement à mes favoris et on fera un petit bilan de l'année à la fin. Il y a déjà, j'ai fait un petit peu par catégorie parce que c'est pas le même niveau de déception en fonction des ouvrages. Il y en a pour lesquels ce sont des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément, d'autres où ce sont vraiment des défauts d'écriture et il y en a un dernier qui m'a un peu énervé en fait, donc il est un peu à part des autres. Également, il y a deux ouvrages que je n'ai plus parce que je les ai mis en boîte à livres parce qu'ils ne me correspondaient absolument pas. Mais j'en parlerai du coup en temps utile. Tout d'abord, qui donc est une déception parce que ce n'est pas forcément un type d'ouvrage qui me parle. Madeleine Bourdoux, que j'ai beaucoup lu cette année, j'ai lu trois ouvrages d'elle du coup en tout, je peux vous y référer aussi là-haut dans le mois de l'amour, j'en avais parlé. Mantoue est trop loin. C'est un ouvrage, je pense que j'avais abordé dans le littératon féminin, je crois. C'est un livre un peu à la manière de La Tentation de Saint-Antoine ou de La Relique des Sadéqueros qui va mélanger les temporalités, qui n'est pas très clair sur les personnages qu'il aborde. Est-ce qu'on est dans un rêve? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe un peu dans une dimension annexe, entre guillemets? Est-ce que c'est un écho passé de nos personnages présents? Voilà, beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai un peu de mal avec ce type d'ouvrage-là. Néanmoins, la plume est belle, les images invoquées sont belles, voilà, vraiment toute l'esthétique autour me parle, mais l'histoire en tant que telle, ça a été laborieux à suivre pour moi, donc je ne saurais pas vraiment à qui je pourrais le recommander, mais en tout cas, c'est un ouvrage un peu plus ardu. Donc, si vous avez apprécié par exemple La Tentation de Saint-Antoine, bon, on est un peu dans ce côté-là, la religion en moins très clairement, mais c'est un peu dans la forme pour que ça vous parle un peu plus sur quelque chose de connu. Voilà, ça ne l'a pas fait pour moi, malheureusement. Ensuite, on va avoir, j'en ai un petit peu parlé aussi, Charles Nodier avec Piranèse, qui est tout petit, c'est un tout petit conte. Alors, on nous l'a présenté comme un espèce de conte philosophique, quelque chose comme ça. J'en avais parlé du coup dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai été un petit peu déçue parce que je sais pas où est-ce qu'il voulait en venir avec ça. Je trouvais pas que ça nous brossait forcément le portrait du Piranèse, que ça n'entrait pas forcément dans son œuvre, pas spécialement dans sa tête non plus. Je trouvais que c'était un peu survolé. Alors en même temps, c'est pas du tout épais. Là, c'est deux feuillets qu'on va retrouver à l'intérieur. Un feuillet avec les gravures du Piranèse et un avec l'histoire à proprement parler. C'est vraiment tout petit. Mais voilà, donc déception là-dessus, c'est pas un problème de plume, c'est vraiment le contenu pour le coup que j'ai trouvé un peu pauvre, dommage. Et là, on va être sur deux ouvrages qui ont été un peu trompeurs, je trouve, dans la manière dont ça a été présenté. Le premier, George Orwell, Sommes-nous ce que nous lisons, qui est un petit recueil d'articles de George Orwell et en fait j'ai absolument pas trouvé qu'on abordait cette question là donc bon c'était sympa à lire mais pour le coup j'ai été complètement déçue parce que j'ai pas retrouvé ce que l'éditeur nous a mis sur la couverture quoi donc dommage on va on va aborder des choses plus ou moins intéressantes. On a le côté critique littéraire. On va avoir des petites incursions dans le monde des libraires, ce genre de choses. Mais encore une fois, déçu que la question principale n'ait pas été abordée. Ensuite, un Naguib Mahfouz que j'ai lu durant le printemps égyptien. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Akhenaton, le renégat. Là, j'ai été déçue du fait qu'on prenne pour prétexte de parler d'Akhenaton pour en fait descendre les femmes qui étaient autour d'elle, que ce soit sa mère, que ce soit sa femme. Donc bon, un peu flemme là-dessus, quoi, sur ce type d'ouvrage. Je sais toujours pas quoi penser de Naguib Mahfouz par rapport à son évocation des femmes, quoi. Donc voilà, déception. Deux ouvrages donc que je n'ai pas, comme je vous disais, un sur François Ier de Max Gallo, dont je n'ai pas apprécié spécialement la plume. Enfin, c'est facile à lire, aucun problème, mais le fait de mélanger l'histoire avec l'histoire romancée, je trouvais que c'était un peu dommage. En fait, ça fout un peu trop les codes. On sait pas ce qui est. Enfin, si pour le coup, on comprend qu'on connaît déjà un petit peu l'histoire ou même
si on réfléchit un minimum, on voit très bien que il essaie de psychologiser des personnes qui ont existé, et notamment les femmes, alors qu'on n'était pas à leur place, que des fois, ce sont des choses qui nous paraissent complètement anachroniques, des mariages forcés où du coup, bah, la femme a l'air très contente d'être là quand même malgré tout, ce qui m'étonnerait quand même fortement. Des choses comme ça quoi, qui ont été un petit peu dérangeantes. Donc Max Gallo, je comprends que beaucoup de personnes aiment sa plume parce que c'est très facile d'accès et effectivement, ça peut rendre l'histoire intéressante pour des personnes qui la trouveraient un peu hermétique. Mais du coup, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'approximations, donc ça ne l'a pas fait pour moi. Et ensuite, un ouvrage que j'ai lu pendant le printemps égyptien aussi, mais dont j'ai complètement oublié de parler puisque je ne l'avais plus en ma possession, qui est L'Égypte intérieure de Annick de Souzel. C'était un livre qui était beaucoup trop mystique pour moi. En fait, elle va mettre en parallèle les 10 plaies d'Égypte avec ce que nous pouvons ressentir nous. Alors par moments, ça pouvait être intéressant, mais après, c'était beaucoup trop tiré par les cheveux pour moi, donc je m'en suis débarrassée. Voilà. Et là, on va entrer sur les ouvrages un peu plus problématiques, entre guillemets, en fait, dans des soucis d'écriture, j'ai trouvé. Tout d'abord, L'Enfant céleste de Maud Simoneau, dont j'avais entendu parler lors d'une présentation de Cédric Armen sur une rentrée littéraire, mais c'était pas la plus récente, ça date de, je pense, d'il y a 3 ans, je pense. Alors, je le conserve parce qu'il y a un peu deux aspects dans ce livre. J'ai beaucoup aimé la partie où, en fait, c'est une femme dont la vie part en vrille et son enfant a des troubles, je sais plus si c'est autistique ou autre, mais enfin bon, il a une particularité qui fait qu'à l'école ça se passe pas forcément bien. Et elle va décider de le prendre et d'entreprendre un voyage avec lui jusqu'en, je sais plus où, dans la mer Baltique. Voilà, ils sont sur une île de la mer Baltique. Et en fait, son fils est passionné d'astronomie. Et il y avait un astronome très célèbre qui était sur cette île-là. Donc on va toute la partie sur vraiment cet astronome, le lien avec la nature, vraiment très intéressant. Maintenant, l'enfant n'est absolument pas crédible, donc je veux bien qu'il ait une particularité mentale, mais il ne s'exprime absolument pas comme un enfant. À aucun moment, il n'a aucun raisonnement comme un enfant, et même un adulte ne raisonnerait pas comme ça, donc c'était vraiment très particulier. Et la mère a une personnalité un peu ambivalente aussi. C'est une femme qui se veut être une femme forte. Elle vient de sortir d'une relation un peu toxique, pas ouf. Et en fait, sur cette île, elle va tout de suite tomber red dingue amoureuse d'un mec qui a des comportements pas ouf non plus, quoi. Donc, vraiment, ce côté un peu écriture, livre, romance, enfin voilà, de ce type d'ouvrage que je déteste, que j'ai retrouvé dans un ouvrage un peu plus grand public. Ça m'a un peu surpris. Et j'ai pas trouvé ça crédible non plus, cette petite romance qui s'installe. Alors peut-être qu'au final, bah, le fait de retomber dans des schémas qu'on a toujours connus, oui, je peux comprendre ce côté-là, mais ça nous est présenté comme ce mec est bien mieux que le précédent, alors que pas forcément, il a aussi des comportements qui sont pas ouf. Il lui force un rapport, par exemple, tout se passe bien, personne ne remet ça en doute, un peu bizarre quoi. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Je le conserve parce que, encore une fois, les images de la nature sont belles, que j'ai appris beaucoup de choses sur cet astronome, voilà, mais après, il y a vraiment deux phases dans ce roman. Il y en a qu'une moitié qui est bonne, l'autre moitié pas ouf. Et encore une fois, dans les problèmes d'écriture, et ça m'a un peu plus touchée, on va dire, parce que j'ai beaucoup aimé la saga, mais là, c'était un gros flop. Un tome des Chroniques lunaires, un tome entre deux, le 3.5, quelque chose comme ça, de Marissa Meyer, Levana, qui va brosser le portrait de la reine de la lune, qui est un personnage vraiment sanguinaire, une vraie méchante, qui a aussi un background qui est très très lourd. Et en fait, quand on nous le présente, enfin bon, déjà c'est pas spécialement long, et il y a beaucoup de choses qui sont un peu rushées. Il y a beaucoup de choses où, en fait, on essaie de nous présenter Levana comme une gentille qui a mal tourné et qui se dit en fait, bah voilà, si je peux pas être gentille, je vais être la méchante absolue, mais en même temps, je vais essayer d'être gentille. Enfin, un peu bizarre, la psychologie du personnage. J'ai vraiment pas retrouvé la Levana qu'on avait dans les Chroniques lunaires. Je sais pas, c'était vraiment mal conçu. Euh, Pourtant, les idées sont bonnes, c'est crédible dans son background, dans sa story, mais
la réalisation, elle est vraiment bancale, quoi. Et elle change trop d'avis. Pour le coup, elle est vraiment lunatique, en fait. Mais c'est pas comme ça du tout que je me la figurais. Donc vraiment très, très, très déçue sur ce tome-là. Complètement dispensable. Et enfin, un ouvrage qui m'a un peu saoulée. Et ça, j'ai été un peu surprise parce que c'était sur ma liste de lecture depuis très longtemps. C'est L'Homme D de Luc Rhinart. Et en fait, il est énorme et on aurait pu s'arrêter au tiers du livre parce que ça tourne en rond. En fait, c'est un homme qui va décider de se lancer dans une expérience. C'est un psy et il va se lancer dans l'idée de traiter ses patients, ou même de diriger sa vie avec des dés en fait. Il va se donner plusieurs choix et si ça tombe sur un, ce sera le choix 1, 2, etc. etc. Donc l'idée est intéressante, mais c'est tellement long et il y a des scènes qui se répètent en boucle et ça n'a aucun intérêt. Les scènes en plus qui se répètent en boucle, c'est des scènes sexuelles qui ont aucun intérêt. On a compris où ça allait, on a compris que ça peut aller très loin, mais c'est bon quoi, il y a des limites à tout. C'est pas forcément les trucs les plus choquants que vous lirez, mais en fait c'est juste saoulant, on a compris. Il n'y a pas besoin de s'étendre pendant 1000 ans dessus quoi. Donc je sais pas pourquoi tout le monde est dithyrambique sur cet ouvrage à ce point, quoi. Il y en a même un qui dit que c'est l'un des 100 plus grands livres du XXe siècle, donc calmez-vous quand même, c'est la BBC qui dit ça, d'accord. Voilà, intéressant, mais très honnêtement, à un tiers du livre, on aurait pu s'arrêter, quoi. On a compris que sa vie partait en vrille, que du coup, le psy se retrouve traité comme un fou. Du coup, on va voir comment aussi sont traités les gens qu'on appelle fous. Est-ce que c'est pas eux qui sont les plus sains d'esprit au final? En fait, non. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais mal exécutées, encore une fois. Vraiment très, très dommage. Alors, je le garde quand même parce que l'idée était intéressante, comme dit, mais enfin, très honnêtement, on peut survoler beaucoup des pages, on peut carrément sauter des chapitres. Hein. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Dès qu'on voit quelque chose arriver, je pense qu'on devrait passer au chapitre suivant. Donc je peux quand même vous le conseiller si vous êtes curieux, mais enfin, faites des coupes dans votre lecture, quoi. Sinon vous allez devenir complètement zinzin. Voilà, donc pas mal de déceptions, oui et non quand même, vu le nombre d'ouvrages que j'ai lus cette année, qui sont au nombre de 105, je pense que ça va quand même. Donc, pour un peu les petits stats, sur 105 livres lus, j'ai pu vraiment que catégoriser par genre 97 d'entre eux, parce qu'il y en a qui ont été des ouvrages collectifs et qui n'ont pas été forcément à majorité hommes ou femmes, donc voilà. Sur les 97 genres lus, j'ai 40 femmes et 57 hommes, donc pas encore la parité, mais on s'y rapproche. Et sur ces groupes-là, j'ai eu 10 lectures favorites chez les femmes pour 4 déceptions et 6 lectures favorites chez les hommes pour 5 déceptions. Donc ça penche un peu plus en faveur des femmes. Coïncidence, I don't know. Pour les zones géographiques, ben, sans surprise, j'ai lu en majorité des auteurs européens et en écrasante majorité des auteurs français. Il y avait un petit peu d'auteurs allemands, quelques auteurs russes, beaucoup moins que les années précédentes, mais quand même. Et sur ces ouvrages européens, 8 sont mes favoris, 6 sont mes déceptions. J'ai lu seulement 5 auteurs africains qui sont exclusivement des auteurs maghrébins ou d'Afrique du Nord, avec 2 favoris et une déception. J'ai lu ensuite des auteurs d'Amérique du Nord avec en écrasante majorité des auteurs états-uniens. J'ai quand même eu du Canada et j'ai eu une autrice jamaïcaine qui a été aussi une bonne découverte. Sur ces livres-là, sur les 13, j'ai eu 3 favoris et 2 déceptions. Et j'ai lu 13 auteurs asiatiques. Donc là, c'est vraiment l'Asie en général. Il y en a qui sont un peu plus zone Moyen-Orient, etc. Sur les 13 auteurs asiatiques, j'ai eu majoritairement des auteurs japonais. Et du coup, auteurs palestiniens avec l'hiver palestinien. Et sur ces ouvrages-là, j'ai eu 3 favoris. Voilà. J'ai participé à beaucoup de challenges aussi pour cette année-là. 41 ouvrages européens proviennent de challenges. 4 pour l'Afrique, 6 pour l'Amérique du Nord et 3 pour l'Asie. Donc voilà, c'est aussi des choses qui ont parfois motivé certaines lectures, notamment sur l'Afrique avec le challenge du printemps égyptien. Ça a beaucoup motivé et aussi du coup sur l'hiver palestinien qui a un petit peu redirigé tout ça.
Voilà, donc pour l'année prochaine, je verrai ce qui va tomber parce que ça va être une année de no-buy. Je vais essayer de ne pas acheter d'ouvrage. J'ai mon tiroir qui est rempli à ras-bord. J'avais fait du coup une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous faire toute cette pile à lire là et certains se sont regreffés dessus il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je ne peux plus en ajouter et je vais essayer de ne pas en acheter. Donc on verra ce que ça donnera et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao!